Bon, Oui. voilà. Donc, alors, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ça va être justement la Chine, les fleuves chinois, puisque jusque-là, on s'était arrêté sur l'Asie, juste pratiquement presque à la frontière avec notamment le Mékong. Enfin, il y a d'autres fleuves aussi au Vietnam, bien sûr le Mékong, et puis il y a le fleuve Rouge un petit peu plus haut. On parlera très rapidement aussi d'un fleuve au milieu du Vietnam, là, vers Hue, là, vers donc le fleuve des parfums. Mais bon, surtout aujourd'hui, donc, parler de ces grands fleuves côté chinois. Alors, une carte, plusieurs cartes, je vous montrerai comme ça de la Chine avec plusieurs aspects. Là, c'est les différentes provinces, avec évidemment certaines qui sont entourées. Alors, le Yunnan, dont on a déjà parlé, en fait, avec les premières parties des réseaux hydrographiques du Mekong, de la Salween, notamment, et puis du Yangtze, dont on va parler. Et puis Pékin, la capitale évidemment qui est dans le nord. On parlera aussi de quelques autres villes autour là, qui sont notées d'ailleurs certaines, puisque là il y a un grand fleuve aussi qui est le fleuve jaune, qu'on ne voit pas très bien sur cette carte, mais qu'on verra mieux sur d'autres cartes plus loin. Et puis bon, voilà, toute une partie plus centrale également, un peu à l'est du Kazakhstan, au sud de la Mongolie, avec le désert de Gobi aussi, zone importante. Donc voilà, il y a une grande différence entre le nord et le sud dans beaucoup de pays, mais c'est le cas aussi en Chine, avec des grandes villes donc comme Pékin, bien sûr, et Shanghai. Mais on va voir toutes les grandes villes, toute la majeure partie de la population est plutôt à l'est, donc dans la partie aval de ces réseaux hydrographiques, puisque l'ouest, c'est plutôt les plateaux tibétains, les plateaux aussi qui descendent un petit peu dans des régions donc comme le Yunnan, on en a parlé un petit peu, le Sichuan, etc., en allant vers le nord. Donc, et puis des zones beaucoup plus arides également dans cette région-là, centre et puis nord. Voilà, donc la question de l'eau en Chine, c'est une question très importante. On voit un petit peu cette répartition de population encore mieux là, sur cette carte qui note les villes et les grandes villes. Et des grandes villes, évidemment, il y en a un certain nombre en Chine. Donc beaucoup massées sur la côte est, donc autour de la mer de Chine, évidemment, mer Jaune, mais aussi donc à l'intérieur, le long des grands fleuves. Alors j'ai parlé du Yangtze, je n'ai pas parlé de la rivière des Perles là, qui arrive donc dans ce qui est aujourd'hui la plus grande conurbation du monde. Donc Canton, Hong Kong, et puis Macao, enfin pour la partie extérieure, Shenzhen. Donc Yangtze ici et le fleuve Jaune pour les principaux très grands fleuves dans cette partie-là. Donc comme le notait donc le vice-ministre de la Construction en 2005, la Chine est en train de vivre à ce moment-là la crise la plus sérieuse et la plus urgente du monde. Alors je ne sais pas s'ils ont tout résolu, mais je pense qu'ils sont peut-être en train de basculer vers des choses donc plus intéressantes. L'eau est au cœur de ces enjeux, en tous les cas, crise peut-être aussi. On voit mieux un peu sur cette carte-là qui montre les reliefs, donc des reliefs qui vont presque à 9000 mètres, pas tout à fait, mais avec le mont Everest. Mais donc on a donc tout ce grand plateau là très très haut, 6000, 7000, 8000 mètres, donc sur le Tibet qui descend un petit peu. Et donc, comme je le disais, on l'a déjà noté auparavant, les grands fleuves d'Asie de façon globale et sur ceux qui sont 100% chinois, donc partent de ces hauts plateaux pour aller donc direction depuis l'ouest vers l'est. Donc c'est dans ce sens-là que s'écoule l'eau sur le territoire chinois. Voilà, et puis il y a un autre fleuve aussi que je n'ai pas noté, mais dont on parlera, c'est le fleuve qui fait la frontière, enfin une partie en tous les cas de la frontière avec la Russie, au nord, c'est le fleuve Amour, pour les grands fleuves. Donc. Voilà, donc la question chinoise de l'eau, c'est que, ben, comme c'est noté en haut, là, il peut arriver que les régions du nord soient dans une situation de manque d'eau, de sécheresse carrément, au moment même où au sud, c'est l'inverse, il y a des inondations. On le voit bien ici, cette problématique avec les couleurs. Ici, vous voyez les millimètres de précipitation annuelle moyenne, avec des zones très, très, très peu arrosées là, sur les plateaux nord, et puis des zones beaucoup plus arrosées, en tous les cas très arrosées même, sur la partie sud-est, donc la région de l'embouchure du Yangtze, un peu au sud de l'embouchure du Yangtze plus précisément, l'embouchure de la rivière des Perles, vers Macao, Hong Kong, là, dans toute cette partie-là, où là on est au-delà de 1500 mm par an, et puis des zones intermédiaires, notamment la vallée du Yangtze justement, avec des précipitations entre 1000 ou presque à 1000 et entre 1000 et 1500 mm par an. Après, voilà, c'est
Quand on va vers le nord, ben, ça, sur la côte, ça va encore, il y a encore de la précipitation. Plus on va vers l'intérieur, et moins il y en a par contre. Et vous voyez qu'à quelques dizaines de kilomètres, même de la capitale, ben, on est tout de suite à des précipitations très très faibles, entre 100 et 500 mm. On le verra un petit peu plus en détail. Voilà, n'hésitez pas à m'interrompre comme d'habitude. Si vous avez des questions ou des remarques, ou si ça ne vous paraît pas clair. Voilà, la Chine du Sud, donc c'est 80% des ressources en eau. Alors il y a des ressources autres, mais moi je vais parler de l'eau surtout. Et 55% de la population. La Chine du Nord, c'est 15% de l'eau disponible pour 45% de la population. Et si vous vous souvenez donc des histoires de mètres cubes par an et par habitant, qui déterminent un petit peu les capacités à faire les activités liées à l'eau, agriculture, industrie, énergie, eau potable, ben là, au nord, on est dans une situation plutôt critique puisqu'on n'a que 500 mètres cubes par habitant et par an en moyenne, alors que la moyenne confortable, c'est plutôt 1500, 1700 même mètres cubes par habitant et par an. Donc, on voit bien qu'au nord, il y a une question d'eau qui se pose, et au nord, en plus, il y a du monde, et notamment, il y a la capitale. Voilà, le Yangtze-Kiang lui-même, et lui-même seul, c'est 40% de l'eau du pays, 70% pardon, de la culture et de la production de riz. Et comme le riz, évidemment, est une denrée importante, montre l'importance de tout le bassin. On va le voir, le sous-bassin du Yangtze, qui est un des méga fleuves du monde, et c'est le quatrième plus grand fleuve du monde. On a déjà parlé de l'Amazone, du Congo et éventuellement du Nil également, au niveau longueur et importance aussi historique et économique, etc. Le Yangtze fait partie donc juste derrière de ces très très grands fleuves, de ces méga fleuves. Donc on le verra. Et les autres ne sont pas non plus tout à fait petits non plus. Voilà, j'ai repris quelques-unes des cartes là, que je vous ai montrées, avec des tableaux qui montrent les disparités très fortes au niveau température. Alors vous avez toutes les températures annuelles, donc mensuelles, pardon, sur une année complète en moyenne, minima, maxima, etc. Les températures, donc les précipitations, pardon, qui se concentrent partout. D'ailleurs, pour les principales précipitations au moment de juin, juillet, août, septembre un peu, que ce soit à Lhasa, là on est à Lhasa, donc sur les plateaux tibétains. Là on est à Pékin sur la capitale. Donc à Lhasa, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de précipitations dans l'année, mais comme il n'y a pas beaucoup non plus de fonte, donc il y a des glaces importantes dans toute la région. On est à 420 mm de précipitations. À Pékin, 500 mm, 532. Et voilà, là, on est à Shanghai. Shanghai, c'est 1166, vous voyez, millimètres, donc on est beaucoup plus. Et également région, alors là, Urumqi, c'est la Urumqi, pardon, c'est ici, là, dans la partie nord-ouest. Donc là aussi, des plateaux et une précipitation très faible de 140 mm. Donc on a vraiment des disparités très très fortes dans tous ces grands pays, d'ailleurs, que ce soit les États-Unis, dont on a déjà un petit peu parlé, à travers le Mississippi, que ce soit le Brésil, que ce soit donc la Chine, l'Inde. On a des disparités, les prendre dans leur ensemble est très réducteur par rapport aux disparités régionales énormes qu'il peut y avoir au niveau de l'eau. En tous les cas, on le voit très très bien, avec donc des précipitations du simple au double, même plus que du double, entre Shanghai et Pékin, entre le sud et le nord. Donc voilà, cette disparité est très très importante, disparité de population aussi et de relief entre l'Est et l'Ouest. Mais voilà, donc on a une région sud-est qui va être évidemment plus favorisée par rapport à la ressource en eau que le reste du pays. Voilà, on retrouve un petit peu là. Bon, là c'est juste cette carte, elle a l'avantage d'avoir les grands fleuves, les principaux fleuves dont je parlais. Donc la rivière des Perles, ici, qui arrive donc, dans ce vaste delta-là, cette embouchure vers donc Canton, Guangzhou, au Canton, c'est la même chose, Hong Kong, Macao, et puis Shanghai ici sur la partie avec le Yangtze, bien sûr. Donc sur le delta estuaire. Alors là, c'est vraiment très, très difficile de faire la part des choses, delta estuaire dans ce cas-là. Et puis j'allais dire incroyable, en tous les cas, ce fleuve bizarre qu'est le fleuve jaune avec des zigzags très étonnants, et on le verra, des changements de lit aussi qui ont été très brutaux et parfois provoqués d'ailleurs aussi, au passage. Voilà, donc autre carte qui montre là quelques villes, mais surtout la densité de population qu'on retrouve, comme je vous l'avais dit tout à l'heure,
Alors, il y a des zones inhabitables, carrément, évidemment, dans les zones de haute montagne. Et puis, il y a des zones très peuplées, voilà, donc toute la bordure de Pékin jusqu'à la rivière des Perles et même encore plus vers le sud. Et puis, voilà, donc la moyenne globale, ce n'est pas énorme en termes de mètres cubes par habitant. Et si on regarde un petit peu, donc oh, il doit y avoir une erreur sur Shanghai, là, ici, là, parce que en tout cas, à Pékin, on a 328 mètres cubes par habitant et par an, donc c'est pas beaucoup pour. Et le minimum même, c'est donc Tianjin, qui est juste au sud de Pékin. C'est une grande ville quand même de 15 millions d'habitants, donc c'est pas rien. Et surtout donc qui a donc une population qui augmente et qui fait que, et en plus le changement climatique semble indiquer qu'on aura encore un peu moins de mètres cubes par habitant, en tous les cas d'eau renouvelable, de ressources renouvelables d'ici une dizaine d'années seulement. Voilà, à comparer ces 159 mètres cubes par habitant et par an à des quantités qui ne posent pas de problème de quantité, en tous les cas, dans les régions tibétaines, on culmine à 280 000 mètres cubes par habitant et par an en potentialité. Voilà, alors ce qui fait que dans ce contexte-là, ben, il y a des solutions qui ont été mises en avant, notamment le dessalement. On en avait déjà parlé un petit peu. Il y a de plus en plus de villes côtières qui dessalent l'eau de mer, donc c'est de façon assez importante. Et puis ben aussi, alors on avait projeté un documentaire il y a quelques temps de ça, que vous pouvez consulter d'ailleurs sur le site de l'IRD audiovisuel, qui est dans une série Planète Désert sur la Chine, où on voit en action des canons qui servent non pas à tirer des obus, mais à mettre dans les nuages des éléments qui vont pouvoir densifier les gouttes d'eau et donc provoquer la pluie, donc ensemencer les nuages. C'est l'armée chinoise qui s'occupe de ça. Donc 35 000 militaires seraient, alors 35 000, quand j'ai vu ça, ça me paraît énorme, seraient réquisitionnés, pas tout le temps je suppose, mais pour dans la partie nord, essayer de jouer entre guillemets avec la pluie, avec les nuages, pour donc les condenser, ces gouttes d'eau, pour arriver à faire pleuvoir dans la partie nord. Voilà, l'autre problème qu'ils ont, c'est que, vous voyez les quelques chiffres, là, le traitement des eaux usées était en 2010 encore un peu en retrait par rapport à ce qu'il est en France et en Europe, donc 40%. Bon, ça a dû progresser depuis, je n'ai pas eu de chiffres plus récents. On a des fuites de réseau aussi comme dans beaucoup de pays, mais les 60%, c'est énorme. Par contre, en Gironde, on est à peu près à 20% parce qu'on a un peu de mal à faire moins en général. Mais l'objectif, c'est quand même 15%. Quand on est à 60%, c'est quand même pas terrible du tout, pour le coup. Alors, c'est pas toujours facile, suivant la configuration des villes, d'être performant sur les fuites de réseau, de réduire ça, parce que quand les terrains sont instables, ce qui est le cas dans une partie, notamment dans le nord, on a forcément plus de torsions potentielles sur les tuyaux et forcément plus de micro-fuites ou de macro-fuites. Voilà. Et puis, le problème aussi des villes, c'est une chose, et puis le problème des campagnes, c'est que, encore, on a 300 millions sur les 1,3 milliard de personnes qui n'ont pas encore accès à l'eau potable. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'ils ont une eau insalubre tout le temps, en tous les cas, mais bon, quand on est en recours aux eaux de surface, que ce soit aux sources, aux puits, aux fleuves, forcément, la qualité n'est pas forcément pas garantie. Donc voilà pour quelques éléments de base. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques? Ça va pour l'instant? Non, pour le moment. Bon. Oui. Dites-moi. Sinon, hein. Voilà, donc alors je vous ai déjà rapidement, je crois, parlé de ces grands projets, pour certains projets d'ailleurs, pour certains autres déjà réalisés depuis quelques années ou depuis très très longtemps. Alors ici, vous avez une carte qui n'est pas peut-être facile à lire parce qu'elle est noir et blanc, donc il n'y a pas trop de contraste de couleurs, mais voilà, les dérivations, route de l'ouest, route du centre, route de l'est. L'idée, vu qu'il y a donc un décalage entre le nord et le sud, c'est de ramener de l'eau du sud vers le nord, et donc par différentes voies, et en particulier en prenant de l'eau depuis le fleuve le plus important, hydrologiquement parlant,
en l'occurrence le Yangtze. Donc voilà, ça c'est des grands projets qui sont en cours. Je vous en avais déjà parlé un petit peu parce qu'on craint même, quand on est sur d'autres fleuves comme le Mékong, comme le Brahmapoutre, que ce projet concerne aussi les têtes de réseau des grands fleuves qui ne sont pas 100% chinois, comme le Mékong, la Salween ou le Brahmapoutre, ou voire même l'Indus. Voilà, donc je vous avais déjà parlé, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Et voilà, donc en tous les cas, le Yangtze est très sollicité pour amener de l'eau vers le nord, d'une part, mais aussi sur lui-même. C'est un des fleuves les plus, je dirais presque industriels. En tous les cas, ces dernières années, il a vu se construire beaucoup de barrages. On va y revenir, c'est un peu la question mondiale, certes, mais surtout asiatique, enfin beaucoup asiatique en tous les cas. Alors le Yangtze-Kiang, le Changyang, enfin bon, chaque fleuve a beaucoup de noms. C'est le cas pour celui-là. Changyang, ça veut dire le long fleuve. Souvent, on parle de grand fleuve, donc tout simplement, souvent la traduction du nom initial dans beaucoup de fleuves, c'est le grand fleuve, le fleuve mer, etc., le long fleuve, le fleuve puissant. Enfin, voilà. Donc c'est le quatrième en longueur au niveau mondial, avec 6380 km. Il est chinois à 100%. Il a un débit à l'exutoire de 31 900 mètres cubes par seconde, ce qui le classe là aussi en quatrième position. Alors c'est toujours un peu subjectif, mais l'Amazone est largement devant, le Congo est largement derrière. Et puis ensuite, on peut considérer que l'embouchure du Gange, Brahmapoutre et Meghna est légèrement supérieure en débit si on cumule les trois à travers les Sundarbans. Mais bon, en un seul exutoire, en tous les cas, ou presque un seul exutoire, parce que l'embouchure du Yangtze a quatre grands bras quand même. Donc, ce n'est pas un seul bras, mais c'est quand même beaucoup moins vaste, évidemment, que le Sunderland. Donc, c'est le troisième ou quatrième, comme on veut, en débit mondial, 31 900 mètres cubes secondes. On peut, si on exclut, on va dire, cette embouchure particulière du Gange, Brahmapoutre et Meghna, c'est le troisième derrière le Congo et l'Amazone. Un vaste bassin versant, mais peut-être pas si vaste que ça, puisque c'est 1,8 milliard km² par rapport, enfin, relatif à la longueur et au débit. Et puis, bon, là, vous avez une photo donc, du plus grand barrage du monde, 185 mètres. Alors, plus grand, il y a le barrage de la Renaissance, dont j'ai déjà parlé un petit peu. Et puis, un barrage encore plus haut qui sera fini l'an prochain, a priori. Qui ferait 314 mètres de haut. Celui-là fait seulement 185 mètres de haut, ce qui est énorme malgré tout. Alors, ce n'est pas le seul barrage sur le Yangtze, mais c'est évidemment le plus important. Ça a été aussi le plus emblématique parce que ça a été un barrage assez controversé comme presque tous les barrages, et à juste titre, on verra pourquoi. Très controversé. Au départ de ce projet, la Banque mondiale devait participer au financement. Elle s'est retirée. Et la Chine a décidé de le construire quand même avec donc 100% d'autofinancement. Voilà, le problème controversé, je disais quelques éléments de controverse sur cette diapo, c'est que le barrage des Trois Gorges ne résout que très partiellement le problème d'approvisionnement en électricité de la Chine, enfin, à l'échelle du pays. Sa production annuelle donc, est de 85 TWh, ce qui correspond donc à 3% de la consommation nationale, ce qui est déjà beaucoup pour un barrage, mais beaucoup moins que ce qu'on avait imaginé au départ, puisque au départ, ça devait être 10% de ce que, et finalement, il est un peu moins, même nettement moins, en tous les cas en proportion, productif qu'il ne l'était prévu au départ. Et puis voilà, il y a aussi des inconvénients énormes au niveau des territoires, avec l'inondation, par exemple, de 600 km² de terres agricoles et de forêts, donc à la fois problème économique et problème également écologique. Et puis en aval, on voit au fur et à mesure des années qui passent après la construction de ce barrage, mais des problèmes de sédiments, donc qui vont altérer aussi l'embouchure, la stabilité de l'embouchure, d'importants changements dans la faune, la flore. Alors, vous avez mis quelques dauphins, là, pour l'instant, il y en a encore. Alors, c'est les marsouins, là, pour les marsouins du Yangtze, mais il y a deux espèces de dauphins et marsouins d'eau douce dans le fleuve Yangtze, qui sont encore là, bon, jusqu'à quand, on verra bien. Et puis, bon, ça a nécessité la construction de ce barrage de déplacer 1 800 000 personnes, donc sans aide de l'État. Sur le Mekong,
Vous avez parlé du barrage de Nampton là, que j'étais allé voir moi, en 2017, donc au Laos, où on a replacé, on suit les populations de façon presque exemplaire. Bah, évidemment, ce n'est pas le cas partout et pas le cas là, dans ce cas précis du barrage des Trois Gorges. Voilà, le précédent barrage avait, enfin, record entre guillemets, avait déplacé 300 000 habitants, mais là, c'est carrément beaucoup, beaucoup plus. Et puis des sites historiques, des sites archéologiques, donc inondés également, engloutis dans le lac. On voit vous avez mis sur la droite aussi deux photos satellites avant et après. Donc on voit évidemment la large zone inondée par le barrage. Donc l'apport sédimentaire qui fait reculer le delta avec l'avancée du niveau marais également. Et puis donc le dépôt d'alluvions également diminué dans la zone aval, même en dehors de l'estuaire. Hein. Et puis, bon, modification du régime hydrologique et des crues hivernales. Alors ça peut avoir un avantage par rapport au risque d'inondation qui était un énorme problème en Chine jusqu'à la construction des barrages, justement, autant sur le Yangtze que sur le fleuve Jaune. Mais en même temps, voilà, la remontée de nappes salées à l'intérieur du delta. Donc, on a un vrai problème sur l'embouchure qui se crée. On le voit aussi sur le Nil avec de la salinisation qui remonte et sur plein d'autres plus petites embouchures. Je vous parlerai des embouchures des fleuves sénégalais aussi plus tard, mais où on a le même type de problème aussi de salinisation, de remontée importante. Voilà, le problème écologique, il est très important. Alors, vous voyez que sur le Yangtze, il y a deux types d'esturgeons. En voilà un là, sur la photo d'en haut. Et puis, donc, les deux types de cétacés, alors le marsouin et puis l'autre, son nom m'échappe là d'ailleurs. Il y a également l'alligator de Chine, donc dans la partie aval également. La salamandre géante, ici, là, que vous voyez là. Donc, bon, ça, c'est ce qui se voit le plus. C'est souvent un peu les emblèmes, ce type de gros poissons ou d'animaux aquatiques volumineux, enfin, de grande taille, avec notamment les mammifères, qui sont toujours un peu à l'avant-garde des combats, on va dire, environnementalistes sur ces grands fleuves. Alors là, quand il y en a encore, ce qui est encore le cas pour certaines espèces, mais ce fleuve-là, et pas que ce fleuve-là, vient de perdre un spécimen. On a déclaré donc en 2020, en janvier 2020, il y a un an, un peu plus d'un an, qu'une espèce avait disparu, qui est l'espadon de Chine, ou spatulaire chinois, si vous voulez, donc qui pouvait atteindre jusqu'à 7 mètres. Donc c'est un espadon d'eau douce, qui est une espèce, alors potamodrome. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de potamodrome. Nous, dans l'estuaire de la Gironde et dans la Garonne et Dordogne, on a des espèces potamotoques et thalassotoques. Alors, je ne sais pas si, petite question, est-ce que vous pouviez m'en citer une de nos espèces locales potamotoques ou thalassotoques? La lamproie. Voilà, tout à fait. Donc, alors, potamotoque et thalassotoque, dans les deux cas, c'est des migrations eau salée, eau douce, océan-fleuve. Et alors, dans un sens, vers migration pour la reproduction vers le fleuve potamotoque, donc comme la lamproie, vous venez de citer, et l'anguille va à l'inverse, donc thalassotoque, donc se reproduire dans l'océan. Mais il y a beaucoup de poissons, et ça, c'est vrai que c'est à mon goût pas assez mis en valeur, qui sont potamodromes, c'est-à-dire qui font leur migration et qui ont besoin de faire leur migration, mais à l'intérieur d'un bassin fluvial. Alors, c'est particulièrement vrai dans les très grands bassins fluviaux, comme le Yangtze, je vous avais parlé un petit peu de ça pour le Mekong, comme l'Amazone, comme le Congo, bien sûr. Et voilà, bon, après, encore faut-il que ce soit encore possible de bouger à l'intérieur d'un bassin fluvial, donc vers l'amont. Alors ça, c'est des espèces anadromes. Et je crois que quand ils vont vers l'aval, ils vont se reproduire vers l'aval, c'est les thalassodromes, me semble-t-il. Mais voilà, il y a toute une dénomination comme ça qui se fait. Donc, l'espadon de Chine était un anadrome, donc il remontait vers l'amont, sauf que les barrages ont constitué pour lui une partie infranchissable. Et donc, les dernières observations donc, datent de 2003. Et donc, depuis, alors, moins d'une bonne surprise dans les années qui viennent, mais a priori, il n'y en aurait plus du tout, du tout. Et ce qu'on voit évidemment sur un énorme poisson comme celui-là se voit peut-être, enfin probablement moins bien sur des espèces de plus petite taille.
Mais donc en 2020, on estimait qu'il y avait encore 332 espèces de poissons qui habitaient dans le bassin du Yangtze. Alors peut-être déjà moins qu'auparavant, mais peut-être plus que dans quelques années, si en tous les cas la gestion globale du fleuve se perpétue telle qu'elle est aujourd'hui. Et donc dans ce qui a été relevé là, dans les études que j'ai pu lire, c'est le barrage de Guézouba là, qui est le principal problème par rapport à cette espèce-là dans sa zone d'évolution, dans sa zone de migration. Alors, le barrage de Guézouba, vous voyez sur ce profil en long là, que j'ai mis là sur la gauche, c'est le barrage qui est légèrement en aval des Trois-Gorges, mais enfin quelques kilomètres, dizaines de kilomètres en aval. Bon, le barrage des Trois-Gorges a dû bien participer, je pense, aussi à la réduction. C'est des barrages qui sont dans cette zone relativement basse par rapport au linéaire. Vous avez des barrages dans les zones de montagne, dans les zones où le dénivelé est très important, qui sont probablement un petit peu moins problématiques pour une grande partie des espèces qui migrent en fait des zones proches du delta vers les zones un peu, disons, dans les contreforts de la partie montagneuse et dans les zones de début de pente. Et là, on a des barrages placés dans cette zone-là, justement, dans ces zones-là. Et là, c'est plus problématique pour les. Même s'il y a des ascenseurs à poissons, etc., qui résolvent un tout petit peu le problème, mais pas de façon suffisante. Voilà, alors il reste dans cette grande famille de poissons dont fait partie l'espadon d'eau douce, une seule espèce d'eau douce, qui est ce que vous voyez ici en bas à droite, le poisson spatule du Mississippi. Donc voilà, c'est le Mississippi qui renferme, puisque cet espadon-là n'était présent a priori que dans le Yangtze uniquement. Donc c'est des évolutions internes qui sont faites sur plusieurs, sans doute millions d'années, qui ont adapté une espèce, donc une famille en tous les cas, à un environnement d'eau douce en l'occurrence. Et sur des grands fleuves, c'est évidemment plus facile à faire que sur des plus petits fleuves. On le voit encore, on découvre encore des choses. Je vous en avais parlé pour le bassin du Congo au niveau de l'évolution des poissons. Et donc sur le Mississippi, il reste encore un représentant de cette grande famille de poissons spatules, genre espadon. Alors, j'entends quelques bruits par exemple. Voilà, je continue avec quelques images, tout simplement du Yangtze dans ses premières, sa première partie. Alors, la première partie, c'est la rivière Tuo, donc, qui est sur le plateau tibétain, qui est à la source. Et puis, donc, justement, là, beaucoup de passages donc, relativement larges ici, mais aussi beaucoup plus étroits dans des gorges. Les gorges du Tigre ici, là, avec les cultures en terrasse qu'on retrouve sur les pentes, sur les versants. Voilà, autre carte du Yangtze là, qui permet de voir un petit peu là, donc justement cette partie et puis cette partie très effilée de cette toute première phase là, du bassin versant. Et puis après, dans la partie intermédiaire, le Yangtze va récupérer pas mal d'affluents importants, comme le Yalong par exemple, ici. Là. Et puis ensuite, on descend. Alors, il y a des villes aussi qui marquent un petit peu le parcours. Chongqing ici. Et puis, bien sûr, Wuhan, hein, on ne peut pas ne pas en parler, forcément. Wuhan qui est sur le Yangtze, plutôt dans la partie aval, donc après les Trois-Gorges, justement, on va le voir, parce que les Trois-Gorges et Wuhan, ça a un rapport. Et puis Shanghai, ici, sur la partie sud du delta. Donc, Hangzhou un petit peu plus bas. Et donc, voilà, une partie aval aussi très importante où il y a beaucoup de lacs. On les voit ici, là. Ces lacs qui constituent des lieux très importants au niveau biodiversité et au niveau régulation historique des régimes, enfin du régime hydrologique des crues notamment. Alors, est-ce que vous pourriez juste couper il y a quelqu'un qui est au téléphone là, est-ce que vous pourriez couper le. Bon, je crois que j'entends. Alors, attendez, je vais essayer de couper le téléphone. Alors, désolé, je vais mettre en muet certains, mais. Voilà. Remettez votre micro pour si vous avez des questions à poser ou des remarques à faire, hein, pas de souci. Hein.
Voilà, alors je continue la présentation avec une autre diapo là, qui montre un petit peu différemment et globalement justement le bassin versant avec une succession de zones de relief différents avec donc, les plateaux tibétains, les monts Engduang ici dans cette première partie et puis un élargissement très net là, de la vallée du bassin versant. Le barrage des Trois Gorges dont je parlais tout à l'heure, donc justement, le barrage donc Gezuba là ici là juste après et donc c'est dans cette zone que bougeait ce poisson qu'on vient de déclarer disparu l'an passé. Voilà, et Wuhan, donc la fameuse ville de Wuhan, évidemment, juste en aval, dans cette zone où il y a beaucoup de lacs très très importants, des milieux de vie, donc beaucoup de grandes villes aussi, dont Wuhan justement. Donc vous voyez le premier pont sur le Yangtze en 1957, le tout premier pont, il a été construit ici à Wuhan, dans une ville qui à l'époque était moins importante qu'elle ne l'est aujourd'hui. Alors voilà un petit peu cette forme, alors je ne sais pas si c'est la forme de salamandre, de dragon ou je ne sais quoi là, du bassin du Yangtze justement, qu'on retrouve avec les villes principales, Shanghai bien sûr, Nanjing aussi dans la partie aval, et Wuhan et Chongqing qui déterminent un petit peu les villes principales dans la partie intermédiaire. Et une source donc à plus de 5000 mètres de hauteur. Voilà, ça c'est le même bassin versant avec les précipitations. On retrouve les précipitations importantes dans l'aval, à l'aval même du cours du Yangtze, avec des précipitations qui vont presque jusqu'à 2000 mm à certains endroits. On retrouve aussi quelques zones de précipitations importantes. Enfin, globalement, voilà, c'est une zone plutôt arrosée. Alors, un peu moins sur l'amont que dans la partie intermédiaire, où on est à 1000-1500 mm de précipitations annuelles et des températures plutôt douces, tempérées, autour de 15-20 degrés, suivant les zones, évidemment beaucoup moins en amont, mais sinon sur l'ensemble du bassin, on comprend bien qu'il y ait beaucoup de population parce qu'on est sur des températures et des pluviométries qui sont tout à fait confortables, on va dire. Voilà, le Yangtze à Chongqing, dont je parlais, une des villes intermédiaires très très importante et très peuplée en l'occurrence. Et puis le barrage, enfin le Yangtze aux Trois Gorges. Voilà, le débit de ce fleuve-là est un débit donc, du type régime de mousson avec un débit important en juin, juillet, août, septembre, et puis après beaucoup plus faible à partir de novembre, mais surtout décembre, janvier, février, mars, et puis ça reprend un petit peu en avril, mais surtout mai, juin, voilà, avec le point culminant en juillet. Alors, les crues ont lieu principalement justement sur cette phase de montée de débit, donc juin-juillet, c'est assez logique. Souvent dévastatrices, donc elles ont contribué à freiner le développement de cette région, en particulier le long des cours moyens et inférieurs, donc de Yichang à l'estuaire. Et depuis 2000 ans, on a construit des digues. Et aussi, comme je vous disais, le rôle de ces lacs très, très importants et très, très vastes, finalement, multiples et vastes, qui ont joué ce rôle d'éponge ancestralement. Alors, Yichang, là, qui est noté sur cette diapo, pour le remettre dans son contexte, alors je le reviens sur voilà, Yichang, vous devez la voir sur cette carte-là. Oui, voilà, c'est juste en dessous du barrage de Gezuba, et donc en dessous du barrage des Trois Gorges, là, qui est juste dans ce secteur-là également. Donc, de Yichang à l'estuaire, là, on avait des problèmes d'inondation réguliers auparavant, et c'est vrai que de ce point de vue-là, les barrages ont amorti ou résolu carrément le problème des vastes inondations catastrophiques. Voilà, donc résultat des courses, cette hydrologie, ce climat tout à fait confortable font qu'on a, comme on le voit sur cette carte, des zones urbaines très importantes, des zones industrielles, et donc un corridor économique le long du Yangtze jusqu'à son delta, surtout dans la partie donc un peu en aval de la partie la plus pentue, et puis avec des grappes urbaines autour dont Wuhan fait partie, en tous les cas dans cette partie dans le cours moyen, donc Chongqing en amont. Il y a aussi quelques villes sur les affluents comme Kunming ici ou Guizhou également, et puis le delta surtout, et puis également la zone de Anhui ici là, dans la partie aval. Donc toute la partie aval est vraiment une zone très très dynamique
au niveau industriel, au niveau économique, et donc très peuplé forcément. Voilà, un petit zoom sur quelques images de Wuhan, justement, qui au départ était un tout petit village, un peu excentré d'ailleurs par rapport au Yangtze lui-même, et qui se retrouve aujourd'hui, donc ce petit village initial, complètement au milieu d'une des mégapoles de Chine. Voilà, alors bon, ça c'est un peu d'allemand là, au passage, mais je vais vous le faire en français. Les routes du nord vers le sud, donc cette idée de transférer de l'eau vers le nord, vers Pékin notamment et Tianjin, qui sont des zones sensibles donc par rapport aux problèmes d'eau. Et puis, si on prend la route de l'Est, en fait, on a déjà, alors là c'est le delta, on y reviendra tout à l'heure, mais donc la route de l'Est, c'est depuis Hangzhou, même ça dépasse vers le sud le Yangtze, qui est le Yangtze, il est là, Nanjing, on retrouve ici. Mais en fait, au sud, il y a la rivière Qiantiang. Alors, je ne sais pas si je vous en ai parlé de la rivière Qiantiang, mais on y a un des plus gros mascarets du monde à l'heure actuelle, avec un mascaret qui dépasse 7 mètres, paraît-il. En tous les cas, je ne vais pas les vérifier. Mais donc voilà, depuis bien longtemps, vous voyez les dates là, qui sont notées là, depuis le 5e siècle avant Jésus-Christ, jusqu'au 14e siècle, donc après, on a construit un très très grand canal qui permet, vous le voyez ici en photo, d'acheminer des bateaux, des marchandises depuis le nord vers le sud ou depuis le sud vers le nord, surtout depuis le sud vers le nord peut-être, mais dans les deux sens. Donc ça passe à travers justement un réseau de lacs dans un premier temps, et puis ensuite ça remonte en traversant le fleuve Jaune ici, jusqu'à Pékin, et en passant par Tianjin, l'autre ville dont je parlais tout à l'heure qui a des petits soucis par rapport à la ressource en eau. Voilà. Donc voilà, bon, plusieurs vues, mais des mêmes choses. On le voit, donc ces canaux, certains réalisés, certains en projet, donc qui permettraient de transférer de l'eau, et pas que de l'eau pour le coup, parce que là, si on peut carrément transporter des marchandises dessus, depuis le Yangtze, surtout vers le fleuve Jaune, et aussi vers les grandes villes encore au nord. Voilà, donc ces grands projets chinois sont à la hauteur, on va dire, de la dimension du pays, et sont, je vous disais, en cours de réalisation pour certains et en projet pour d'autres, donc pas tout à fait réalisés. Alors au nord, on a un grand fleuve aussi, donc un très grand fleuve même aussi, puisque c'est le 7e fleuve du monde, le Huanghe, donc qui fait 4667 km de long, qui a un débit qui est relativement faible, même plutôt très faible, un petit peu comme le Nil, par rapport à son bassin versant et surtout par rapport à sa longueur, 2110 mètres cubes secondes, et par rapport, comparé aux 31 000 et quelques du Yangtze, donc on comprend pourquoi on veut transférer de l'eau de l'un à l'autre. 750 000 km de bassin versant, ce n'est pas énorme, on voit qu'il est relativement étroit, sauf qu'il y a une grosse boursouflure au milieu qui va vers le nord. Et alors, boursouflure qui va vers le nord parce qu'il est probable qu'il fut un temps où le Yangtze s'écoulait comme ça et en fait passait par l'axe de la rivière Wei ici, là, et allait tout droit. Et puis, un beau jour, il est parti vers le nord. Il a déflué vers le nord et puis il a fait une grande boucle qui le ramène aussi donc avec une confluence à nouveau vers la rivière Wei et puis tous ses affluents, et qui l'amène après au final jusqu'à la mer, au sud, donc encore une fois de Tianjin et de Pékin. Voilà, donc c'est un fleuve important. Peut-être, alors les deux fleuves sont importants, celui du nord, celui du sud, pour la tradition chinoise, mais c'est le mythe fondateur de la nation chinoise est plutôt lié au fleuve Jaune plus qu'au Yangtze en tous les cas. Et puis il y a toujours des mythes fondateurs relatifs à la maîtrise des crues, notamment du fleuve Jaune, donc dans 2000 ans avant notre ère. Et puis, même plus récemment, il y a eu des inondations catastrophiques. Donc, en 1855, le fleuve Jaune brise les digues qui en serrent son cours, et le lit du fleuve se détourne alors de 800 km vers le nord, donc provoquant des inondations gigantesques et la destruction de toute une campagne. Donc, on a un fleuve qui est incroyablement défluent, enfin, qui change de lit de façon assez incroyable. Alors, une vue de ce fleuve dans la partie intermédiaire à Lanzhou. Alors, le premier tiers, Lanzhou est là, plutôt dans la partie même amont.
On le voit ici donc depuis une grande pagode au-dessus de la ville. Et alors, pourquoi il est aussi, disons, intermittent sur son comportement, sur sa trajectoire? Parce qu'en fait, il traverse des plateaux de lust, qui sont des limons donc très fragiles, issus de l'érosion éolienne, surtout venant du désert de Gobi. Vous voyez, le désert de Gobi n'est pas très très loin au nord de la Chine, donc dans la partie nord et avec la Mongolie, donc partagée avec la Mongolie. Et donc, ce désert amène des poussières depuis bien longtemps qui se sont accumulées dans cette région, donc les plateaux de l'Eus. Alors, si je reviens un tout petit peu en arrière sur les plateaux de l'Eus, c'est surtout cette partie-là, mais je vais vous montrer une autre carte qui sera un petit peu plus explicite par rapport à ça. Donc, fleuve jaune par rapport à sa couleur, évidemment, par rapport à son transport sédimentaire qui est très, très important, proportionnellement à l'eau. Donc, c'est un des fleuves les plus chargés, si ce n'est le plus chargé au monde. Justement en raison de ces plateaux de l'Eus que l'on voit ici, donc très friables, peu végétalisés, voire même pas du tout végétalisés, ou très très peu. Voilà, on le voit bien sur cette carte, les plateaux de l'Eus, c'est vraiment les plateaux du milieu, et c'est cette partie-là qui a subi le plus de changements de trajectoire, mais c'est pas la seule, puisque ces plateaux, ces l'Eus, ils sont après transportés vers l'aval, et ils constituent aussi vers l'aval des zones assez faciles à déplacer. Donc la civilisation chinoise est née au confluent du fleuve et de son affluent. Donc en fait, voilà, le début historique du pays chinois, de la Chine elle-même, serait dans cette partie-là, dans cette partie entre Lanzhou justement et Zhengzhou ici, Kaifeng, donc dans toute cette partie très mobile de ce réseau hydrographique. Voilà, et ce réseau hydrographique, il a été mobile donc depuis longtemps, et il l'est encore quelque part, et il l'est donc dans sa partie intermédiaire, mais aussi dans sa partie aval. Vous allez voir les trajectoires différentes qu'a pris le fleuve à certains endroits. Donc, alors le fleuve du Pan aussi, on l'appelle parfois. Alors, quelquefois, quand il est dans ces périodes de basses eaux, le delta justement est quasiment sans eau, ou en tous les cas avec un débit hydraulique très, très faible. Voilà, il est très chargé, je vous disais, de 900 millions de tonnes de sédiments, 37 grammes de litre par litre d'eau, 37 grammes de sédiments donc, transportés par litre d'eau. Donc, fait un fleuve extrêmement chargé. Et voilà, dans la partie aval, donc là, on a Kaifeng, par exemple. Alors là, c'est une carte, mais je crois que j'ai une carte en français. C'est une carte en russe, je pense, quelque chose comme ça. Je vais vous le montrer en français, ce sera peut-être plus facile. Voilà, à partir de cette partie aval, on a donc, vous voyez, les dates de divagation qui sont dans des époques historiques, 14e, etc. Et voilà, parfois il est parti vers le nord en allant proche de Pékin, et puis parfois il est parti vers le sud. Ce qui est à peu près, à l'heure actuelle, alors si on revient sur les cartes précédentes, à l'heure actuelle, donc il est dans cette partie-là, mais il a pu carrément aller sur les parties qui sont en aval de cette partie terrestre qui se prolonge un petit peu. Donc on a un fleuve qui peut carrément changer de cours, mais sur plusieurs dizaines de kilomètres, et ça sur des époques relativement récentes. Si on le voit là, on était encore là au 19e siècle. Et donc l'année 1855 l'a ramené dans ces parties plus au nord. Voilà, et ça se retrouve aussi sur son delta. Là, quelques images à l'échelle de quelques années. Là, vous avez donc une double image, triple image, pardon, qui montre un petit peu l'évolution entre 1989 et 2009. Donc, c'est les mêmes images qui tournent en boucle. Mais vous voyez qu'en simplement l'espace de 20 ans, il peut y avoir quand même une configuration très différente du delta, avec cet apport sédimentaire très, très important qui fait que ça peut bouger très vite dans un sens ou dans l'autre. Donc voilà, sans doute un des fleuves les plus mobiles en trajectoire. Même souvent, quand on parle du changement de trajectoire d'un fleuve, on se réfère à ce qui s'est passé il y a plusieurs siècles ou plusieurs milliers d'années. Mais là, c'est vraiment quelques décennies simplement qui peuvent définir des trajectoires différentes. Et on le voit bien, là, c'est une photo prise en 2010. On voit bien la charge sédimentaire qu'il peut y avoir dans les crues très importantes, et qui peuvent être particulièrement tragiques
c'est celle de 1931. Là, j'ai inversé les deux. Donc, qui a fait entre 140 000 et 4 millions de morts. Les références ayant été assez vagues au niveau du nombre de victimes. Alors, il y a également. Est-ce que vous avez des questions? Vous m'entendez toujours? Oui, ça va? Oui, Bon, oui. sur cette carte-là sont notés simplement les parcs nationaux aussi. Il y a une préoccupation, comme partout dans le monde, qui commence à émerger en Chine de réserves, de sites Ramsar. Alors ça, c'est les sites justement classés au niveau réserve de biosphère. Bon, réserve naturelle, etc. Il se trouve que c'est le cas, un point commun entre le fleuve Jaune et le fleuve Amour aussi, un peu plus au nord, où il y a beaucoup de pollution aussi qui se sont concentrées autour des industries chimiques, pharmaceutiques en particulier. Et vous l'avez peut-être déjà vu sur les cartes précédentes, il y a une ville qui s'appelle Shizuishan, qui est considérée aujourd'hui comme la ville la plus polluée au monde. Alors, elle n'est pas notée, je crois, sur cette carte-là, je ne la vois pas, mais j'avais une carte, alors peut-être sur la carte précédente, où on voyait plus, je vais revenir en arrière. Est-ce que vous le voyez? Voilà, ici, qui est un peu excentré, mais qui fait partie, en fait, tout cet ensemble autour du fleuve, et grâce aussi à l'énergie produite par le fleuve, alimente toute une série d'industries. Et donc, on a des problèmes de pollution dans la région, dans la sous-région, de façon assez importante. Voilà, c'est aussi dans l'histoire des conflits entre la Chine et le Japon. Le fleuve Jaune a été utilisé pour repousser l'invasion japonaise avec une inondation volontaire en 1938. On a carrément détourné le fleuve en faisant sauter des digues et on a eu une inondation immense sur presque 50 000 km² et qui a fait, hélas, beaucoup de victimes, pas que l'armée japonaise, mais aussi des civils, évidemment, dans les campagnes. Donc voilà, un fleuve très, très spécial par rapport à certains autres. Alors le fleuve Jaune, oui, je reviens un petit peu en arrière, ça c'est le fleuve des parfums au Vietnam, mais c'est juste pour introduire aussi l'autre grand fleuve chinois, le troisième, on va dire, par rapport aux deux précédents que je viens de citer. Donc c'est la rivière des Perles. Alors là, on repart au sud, tout à fait au sud, à la limite même du Vietnam, puisque c'est un tout petit bout du bassin versant est partagé avec le nord du Vietnam ici. Là. Et donc voilà, on a un fleuve qui arrive donc d'une zone à peu près à 2000 mètres pour sa source, qui fait 2200 km de longueur, qui est le 36e donc, au niveau longueur dans le monde, qui a un débit nettement supérieur au fleuve Jaune. Si on regarde le débit, c'est 13 600 mètres cubes secondes, donc c'est quand même beaucoup plus important. 437 000 km², et donc qui se jette dans une embouchure assez vaste, assez large, qui inclut Hong Kong, Macao, voilà, toute cette partie-là. Une zone tout à fait historique et aujourd'hui au top de l'innovation, on va dire, architecturale, si on veut, mais en tous les cas de la concentration aussi urbaine. Parce que, comme je vous disais, voilà, le delta de la rivière des Perles, c'est plusieurs villes dont vous voyez certaines, à Shenzhen, Yonggong, Guangzhou, etc., Foshan, Shunde. Et si on cumule toutes ces villes-là, alors bon, je reviendrai après sur l'histoire de la guerre de l'opium, mais si on cumule aujourd'hui toutes ces villes-là autour du delta de la rivière des Perles, on a 65 millions de personnes. En une seule conurbation, on peut parler de mégapôles, donc en fait qui rassemble des villes de Guangzhou, donc canton qui a 12 millions, Shenzhen 10 millions, Dongguan 8, Foshan 7, Hong Kong 7, Jiangmen 4, etc., etc. Et si on cumule jusqu'à Macao 500 000, on a donc 65 millions d'habitants, quasiment d'un seul tenant. En tous les cas, on ne quitte pas la zone urbaine en passant d'une ville à l'autre et autour du delta de la rivière des Perles. Alors, c'est peut-être pas tout à fait un hasard. Donc, vous avez probablement entendu parler de ces fameuses guerres de l'opium au 19e siècle, donc menées par les Britanniques dans un premier temps, et puis ensuite même les Français s'y sont mis dans la deuxième guerre de l'opium entre 1856 et 1860. Donc, bon, si vous voulez
il y a plein de bouquins, je pense, là-dessus au niveau historique. Après, si vous voulez un peu d'histoire et de romans en même temps, lisez la trilogie d'Amitav Ghosh, Un fleuve de fumée, Un océan de pavots et je ne me souviens plus du troisième opus, qui raconte donc à travers quelques personnages ces guerres de l'opium et le déclenchement de la première en tous les cas. Bon, rappelé un petit peu par ce schéma initial, donc ça a un rapport avec l'Inde, ça a un rapport avec la Chine évidemment, ça a un rapport avec ce commerce qui est devenu très très lucratif et Hong Kong. L'indépendance, en tous les cas, en est issue. J'ai noté HSBC parce que c'est la banque qui s'est créée grâce à l'argent de la drogue, il faut dire les choses comme elles sont, qui a donc financé, en tous les cas, cette guerre et ce commerce par la suite, et avant d'ailleurs aussi. Voilà, donc ça, c'est les comptoirs de Canton à l'époque, les factoreries britanniques et américaines surtout, à ce moment-là. Bref, voilà, donc en tous les cas, c'est une zone dans laquelle il s'est passé des choses importantes dans l'histoire et aujourd'hui encore, donc extrêmement peuplée. Voilà, comme quelques images de nuit. Et puis un delta, forcément, comme tout à l'heure, on avait vu l'évolution alors, par rapport aux histoires sédimentaires du delta du fleuve Jaune. Mais là, vous voyez, en 1988, en 2014, donc je reviens un peu en arrière, 1988, 2014, on voit bien que les espaces verts donc du delta. Alors, le delta est inclus avec ces petites branches là aussi, et puis ici. Donc on voit que on est en zone urbaine totale en l'espace de une trentaine d'années, quoi, à peine. Donc une zone tout à fait emblématique des temps modernes, je dirais, de ce fin de 20e et début 21e, avec ces mégapoles asiatiques. Voilà pour les fleuves, on va dire 100% chinois, ou c'était presque le cas pour le dernier. Alors on va au nord là, de la Chine pour le quatrième, qui est le fleuve Amour, alors qui est le huitième en longueur, avec une longueur de 4368 km, un débit à l'exutoire de 11 400 mètres cubes secondes. Alors là, c'est un fleuve partagé, avec un bassin versant de 1 855 000 km carrés, partagé et même qui fait la limite. Si vous voyez là, ici l'affluent qui s'appelle l'Argoun, et la suite donc, du fleuve Amour, qui prend son nom à partir de cette confluence-là entre la Chilka et l'Argoun, on a donc ici la frontière entre la Russie et la Chine. Et voilà, on a quelques affluents qui sont côté russe et puis quelques affluents donc, qui sont côté chinois. On peut rajouter également la Mongolie dans cette partie amont, là, ici, très proche d'Oulan-Bator. Et donc, voilà. Et on a des sites chimiques, des sites pétroliers, dont j'en parlais tout à l'heure un petit peu autour du fleuve Jaune, mais c'est également le cas dans cette partie nord. Donc, on a donc Vladivostok aussi, là d'ailleurs, donc la ville russe, tout à fait presque à la frontière. Et puis, donc voilà, il y a des problèmes de pollution par le benzène, par exemple, ici. Mais l'Amour, le fleuve Amour, donc c'est alors ça veut dire la rivière boueuse, d'ailleurs, au passage, le fleuve boueux, c'est marqué là. Donc c'est, on disait, le testeur de la collaboration russo-chinoise, en tous les cas, le premier traité entre les deux nations, en 1858, traité de Nerchkinsk, a mis en place justement ce partage territorial dans cette partie-là et le positionnement de la frontière entre les deux pays. Voilà, alors voilà, on voit la carte issue de ce traité. Donc, je reprends le Nerchkinsk. Et voilà, à l'époque, quelques images du fleuve. Donc, on est dans des zones aussi où il y a des défluences, mais là, sur des périodes de temps peut-être plus importantes que pour le fleuve Jaune. Évidemment, on est sur un climat où une partie de l'année, il y a des glaces. Vous pouvez trouver d'ailleurs, je pense que c'est l'adresse que j'ai mis là sur un film sur Dailymotion là, qui parle de la pêche sur un des lacs gelés du fleuve, donc qui est assez intéressante. Et puis une hydrologie donc forcément très contrastée avec des maximums qui partent à partir du mois de mai jusqu'au mois d'octobre, et puis des minima à partir de novembre, donc jusqu'au mois d'avril. Et donc un facteur quasiment 20
entre le maximum de septembre et le minimum de mars. Voilà, alors là je vais parler des fleuves arctiques, donc dans la partie nord. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques sur la partie chinoise? Non, ça va? On vient d'accueillir Pierre Guyot, là, je crois, qui nous rejoint. Bon, je continue alors? Oui. Ok. Alors voilà, le delta de la Léna que vous voyez ici, mais d'abord, on va parler de la Léna. Vous voyez un petit peu d'ailleurs sur cette carte le delta tel qu'il est. Hein. C'est là une patte de doigt. Enfin, il y a quatre vraiment grands bras importants. Alors, des fleuves qui sont peut-être pas les plus connus du monde, même sûrement pas les plus connus du monde. Les trois dont je vais parler maintenant, la Léna, le Yenisei et l'Aube, mais qui sont parmi le top 10 des grands fleuves du monde, peu connus parce que justement ils sont dans des zones peu peuplées, difficiles d'accès au niveau climatique. Donc le 10e du monde, c'est la Léna, en Russie, 100%, 4400 km, 17 100 mètres cubes secondes, 2 490 000 km², donc c'est vraiment un grand fleuve, gros bassin versant, avec quelques affluents importants. Et puis, bon, il est connu, la Léna est peut-être connue par l'homme de la Léna, que j'ai noté ici, Lénine, qui avait été déporté dans ce secteur-là, donc avant qu'il ne revienne vers Moscou pour prendre le pouvoir plus tard. Donc, c'est et qui en a tiré son pseudonyme. Et le delta de la Léna, donc vu par les satellites, avec cette myriade là de canaux, de sédiments déposés, repris, redéposés. Et si on prend la photo aujourd'hui, on n'aura probablement pas du tout le même type de paysage à peu près, mais pas exactement le même positionnement des canaux, enfin des exutoires. Voilà un débit très contrasté. Là, on est vraiment sur des régimes glaciaires. Donc, on a une partie d'écoulement très bloqué sous la glace et puis une partie où ça se déglace un petit peu et où ça s'écoule en juin, juillet, un petit peu en août également, en septembre. Et puis après, ça revient à des niveaux relativement bas d'écoulement. Mais enfin, quand on est au mois de juin, 61 000 mètres cubes secondes, c'est quand même énorme par rapport à la Garonne, par exemple, qui, bon, même s'il y a une crue de Garonne, ça peut être 5 ou 6 ou 7 000 mètres cubes secondes. Mais enfin, bon, voilà, c'est beaucoup plus, évidemment, pour la Léna. Des paysages assez remarquables. Je crois que ça, c'est des aiguilles calcaires dans la partie aval, donc issues là aussi de l'érosion historique qu'on trouve dans cette partie proche de l'embouchure. Voilà quelques images de la Léna. Voilà, on va un petit peu plus, on revient un petit peu plus vers l'ouest et se trouve là le Yenisei, qui est le 6e fleuve du monde, donc partagé entre la Russie et la Mongolie dans cette partie amont. La Mongolie, donc juste dans la tête de réseau. Donc 5550 km, c'est très grand, donc le 6e fleuve. Donc je dis en fait le 6e, c'est-à-dire qu'après le Nil, après le Mississippi, après le Congo et après le Yangtze, voilà, il y a le Yenisei et l'Aube, justement, juste qu'on va voir après. 19 600 mètres cubes secondes en moyenne annuelle de débit, donc 2 580 000 km², donc c'est assez énorme. Et justement, vous voyez ici, là, en fait, sur la gauche, l'embouchure donc dans l'océan Arctique, plus précisément dans la mer de Kara, le Yenisei là, qui s'écoule, et puis l'Aube juste à côté, dont je vais parler un petit peu après. Voilà, donc deux très grands fleuves dans cet océan Arctique. Et deux fleuves, enfin tous ces fleuves arctiques, et j'enchaînerai après sur les fleuves arctiques qui sont de l'autre côté au niveau Amérique du Nord. On les surveille de très près par rapport à leurs écoulements actuels, parce qu'ils amènent de l'eau douce évidemment dans un océan qui fait partie évidemment du grand schéma de circulation océanique global influent sur le climat. Donc leur intensification de débit avec la déglaciation de ces zones donc, hautes de permafrost, etc., ferait qu'ils amèneraient plus d'eau douce et donc joueraient aussi sur les circulations océaniques mondiales qui lui-même jouent sur le climat mondial, etc. Donc forcément, et comme ce n'est pas des petits fleuves, que ces débits ne sont pas anodins, surtout si on les cumule, donc c'est quand même presque la moitié du Congo quoi, en débit, donc c'est quand même très très important. Voilà, je continue
Donc, alors, juste ici, sur le bassin versant, vous voyez, il y a aussi un des écosystèmes au monde qui est le plus connu, enfin, le lac Baïkal aussi, avec pas mal un riche écosystème. Le lac Baïkal qui fait partie donc, de l'exutoire, enfin, en tout cas, du bassin de l'Angara, la partie amont du Inessi. Et on voit aussi quelques autres affluents importants. Voilà, je vous ai mis quand même pour le plaisir une petite carte en russe pour bien voir tout ça de plus près avec justement le lac Baïkal ici et cette partie intermédiaire et puis quelques villes importantes là, qui sont notées que je pense que vous arrivez à bien lire évidemment. Et puis quelques photos aussi que je ne suis pas allé prendre sur place mais peut-être à l'occasion. Voilà pour le Yenissi. Voilà le débit, ben, on retrouve un peu les mêmes choses que sur la Léna, avec un gros débit en juin, un débit un peu moins important donc sur les autres mois précédents et suivants. Et puis on a des débits beaucoup bien moindres à partir de novembre jusqu'au mois d'avril. Voilà. En été, le soleil ne se couche que pas pendant 52 jours et en hiver, il ne se lève pas pendant 28 jours. Donc c'est aussi des conditions pour tout ce qui est environnement autour particulières. Et là, justement, sur cette photo satellite, vous voyez les embouchures, les méga embouchures. Hein, on voit quand même que ça se voit de haut, qui sont assez proches donc, sur la mer de Kara de l'un et de l'autre, le Inessi ici et puis le Lobe ici. Et donc, on voit bien qu'on a affaire à des grands fleuves rien que sur cette photo-là, quoi. Voilà, l'Aube, donc justement, alors l'Aube, c'est le 5e, juste derrière les méga fleuves dont j'ai déjà parlé, partagé entre la Russie, le Kazakhstan, la Chine et un petit bout au niveau Mongolie. Voilà, donc c'est un fleuve qui a un débit de 12 800 mètres cubes seconde en moyenne annuelle et une longueur de 6 210 km pour un bassin versant de presque 3 millions de kilomètres carrés. Donc c'est énorme. Et alors, l'Aube, c'est la partie, en fait, là, j'ai pris d'ailleurs, pour ce qui est de la longueur, la partie la plus longue qui est l'Irtych, en fait, puisque l'Irtych après perd son nom et que c'est l'Aube qui le garde. Alors, je ne sais pas pourquoi là-dessus, mais voilà, alors, là aussi, on a une petite partie en Chine qui suffit pour avoir quelques craintes. On est sur la zone donc, nord-ouest de la Chine qui a des problèmes d'eau. Et il y a des projets de barrages et de dérivation. Là aussi, ce ne sont que des projets pour l'instant que je vous ai montré là, comme ouvrage en cours de réalisation ou déjà réalisé, c'est 100% sur le territoire chinois, ou en tout cas des fleuves 100% chinois. Mais bon, voilà, il y aurait une tentation, ou en tous les cas des projets de dérivation de l'Irtych, justement cette branche principale en fait de l'Aube, vers d'autres bassins fluviaux donc, qui s'appellent le Tarim. Alors j'ai une carte pour développer l'agriculture en zone aride. Voilà, on a cette carte-là. Alors, vous voyez l'Irtych ici, qui a son cours. Et puis, le lac Balkach aussi, là, c'est un système endoréique dont j'avais parlé dans les tout premiers cours, et donc qui est alimenté aussi par des réseaux hydrographiques ici. Et dans les deux cas, donc on a un fleuve également endoréique au niveau chinois qui s'appelle le Tarim. Et il y a des projets donc, de récupérer de l'eau depuis ces deux réseaux, celui du Balkach et l'Irtych lui-même, pour aller vers les zones chinoises et pour alimenter donc une agriculture en zone plutôt aride, désertique ou semi-désertique. Et donc voilà, on se pose la question si ça se fait, est-ce que ça ne serait pas une catastrophe environnementale donc de type mer d'Aral, si on arrivait, sachant que déjà le lac Balkach a perdu, vous voyez, 5 km² de superficie, et donc on est dans une situation déjà délicate et qui pourrait s'intensifier s'il y avait ce projet de détournement. Voilà, il faut dire que cette province-là du Xinjiang, donc, qui est une province autonome qui a 20 millions d'habitants et qui est en croissance rapide avec une population donc, qui a quadruplé en 50 ans, d'où les préoccupations pour de donner de l'alimentation, enfin en tout cas de l'activité de l'alimentation à cette province-là. Et l'eau, évidemment, est toujours au cœur de ces préoccupations-là.
Voilà, je reviens au delta de l'Aube. Voilà donc une photo satellite également de ce delta-là. Le bassin versant de l'Aube, vu sur une autre carte, et avec ses débits, on en avait déjà, je crois, je vous ai déjà montré ce débit. Alors ça, c'est le débit intermédiaire, je crois, celui-là, oui, sur la partie, non, sur la partie aval. Ouais. Voilà, et puis les principales zones qui correspondent à la photo, là, pour le coup. Et à la deuxième photo, voilà, c'est face au Guian. Ici, là, c'est la deuxième photo avec les grandes forêts que l'on peut trouver dans cette région-là. Et un véritable grand méandre ici là, du fleuve, avec donc toute la faune et la flore qui va avec. Voilà un pont à Novosibirsk. Et puis voilà pour la partie Asie. Est-ce que vous avez des questions? Non, vous êtes toujours là? Oui. Bon, ça va? Pas de questions, pas de remarques? Non, non, non. Bon, voilà, je vais continuer avec quelques fleuves arctiques également, peut-être peu connus, mais on va changer de continent. Et on va passer sur le nord de l'Amérique du Nord. Voilà, et je vais vous parler de quelques fleuves. Alors évidemment, vous connaissez le Saint-Laurent, peut-être même certains le connaissent de près. Mais je vais commencer par, donc, vous voyez, sur le nord de l'Amérique du Nord, donc à la limite de la Russie d'ailleurs, vraiment très proche du détroit de Bering, il y a le Yukon. On va commencer par là. Et puis après, on parlera également du fleuve Mackenzie, ici, et puis aussi de la rivière ou du fleuve Nelson. Alors, bon, on va voir un petit peu. Ces fleuves sont un peu spéciaux dans cette zone-là. Ils sont moins grands que ceux dont je viens de parler, là, qui sont vraiment les trois derniers dont je viens de parler. L'Alena, l'Aube et le Yenisei sont vraiment les méga fleuves, comme je disais, dans le top 10. Il y a la rivière Churchill également ici, là, si vous voyez Churchill, c'est la ville. Et puis le Saint-Laurent, évidemment. Et puis voilà, on est à la limite, quand on est au Saint-Laurent, du Mississippi, Missouri, dont j'ai déjà parlé, puisque là, on est à cheval, la frontière entre les États-Unis et le Canada, ici, là. Vous voyez. Voilà. Mais là, dans un premier temps, je vais vous parler des rivières, enfin des fleuves canadiens, ou états-uniens d'ailleurs, dans la partie Alaska. Voilà, on va commencer par celui qui est le plus au nord et pour le coup à l'ouest. Donc le Yukon, qui prend sa source à 531 mètres d'altitude. Donc c'est le 18e fleuve au monde, donc partagé entre les États-Unis et le Canada, avec, vous voyez ça, donc le détail de son bassin versant, le Yukon, avec donc plusieurs affluents, notamment le Koyukuk ici River dans cette partie, le Tamana River également dans la partie sud, et puis bon, le Porcupine aussi River ici dans la partie nord. 3000 km de longueur, 6210 km3 secondes, ça c'est son débit à l'exutoire, donc c'est plutôt moyen. Un bassin versant de 850 000 km², donc on repasse en dessous du million de km² là, avec ce fleuve-là, mais c'est quand même très très important. Pour rappel, 850 000 km² par rapport à Garonne Dordogne, c'est multiplié par 10. C'est 10 fois Garonne Dordogne au niveau bassin versant, puisque Garonne Dordogne cumulé avec l'estuaire, c'est à peu près 80 000 km². Donc on est dans un format puissance 10, enfin multiplié par 10 par rapport à notre bassin régional. Voilà, ici, je profite de l'occasion pour vous montrer cette photo et vous parler aussi de termes un peu techniques. Là, on parle d'anabranche. Répétition, vous voyez, en fait, tout à l'heure, je vous parlais de fleuves qui défluent à l'échelle de quelques décennies, de quelques centaines d'années. Ben voilà, il y a des fleuves qui défluent et qui retrouvent des portions de fleuves plus bas. Donc, on voit dans ces zones aussi peu pratiquées par l'homme, des choses en l'état où un fleuve, ça a un cours, certes, mais à l'échelle de plusieurs centaines, enfin, siècles ou millénaires, évidemment, ça peut bouger beaucoup et on le voit bien là sur cette photo. Là, on est à la confluence justement avec la Koyukuk River là, dans ce secteur-là et le Yukon même. Voilà, le Yukon, c'est aussi, alors c'est un fleuve, mais c'est aussi une région que l'on voit ici là, sur cette carte-là. Donc voilà, il ne faut pas confondre les deux. Il y a donc des villes le long du Yukon. Il y a des enjeux
naturel, évidemment, parce qu'on est sur une zone relativement préservée jusqu'à preuve du contraire, avec voilà, pas mal de faune et de flore qui ressemble un petit peu à ce qu'on avait sur l'autre continent, de l'autre côté, à peu près aux mêmes latitudes. Mais voilà, donc on est sur des territoires où il y a des enjeux, beaucoup d'enjeux en sous-sol et beaucoup de risques, entre guillemets, environnementaux dans cette zone-là. Voilà, un régime hydrologique qu'on retrouve un petit peu. Donc là, on est janvier, février, mars, mai. Ça commence en mai, surtout juin, juillet, et un peu août. Et puis après, ça décroît jusqu'en novembre, décembre. Voilà pour le régime hydrologique. Et puis là aussi, on avait vu sur la partie intermédiaire beaucoup d'effluences naturelles. Et pareil sur le delta, on a un très joli delta là, quand on regarde depuis les photos satellites. Ça, c'est une photo prise en 2017, donc ce n'est pas très vieux, et qui montre donc de nombreux bras et qui montre l'importance des sédiments dans le remodelage permanent de ce genre de delta. Alors, on l'a sur ces fleuves justement arctiques. Donc ces deltas encore très vivants qui n'ont pas été aménagés du tout, quasiment. Et donc le transport sédimentaire, il se fait donc évidemment 95% des sédiments arrivent dans les mois de pleines eaux, hein, de crues. Et donc voilà, ça part à droite, ça part à gauche, ça part au milieu, et puis ça va se modeler. Ça part aussi dans l'océan et amener des vasières aussi un petit peu plus au large. Donc ça alimente le delta lui-même, et ça alimente aussi en éléments nutritifs toute la zone donc littorale. Et tous les fleuves partout dans le monde sont très très importants au niveau des éléments nutritifs, et les zones de pêche sont très très souvent définies en relation avec les exutoires de grands fleuves, ou de petits fleuves d'ailleurs, mais de fleuves de façon générale. D'où l'importance aussi de ne pas trop les polluer pour que les exutoires ne soient pas trop dégradés aussi au niveau océanique. Voilà, le Mackenzie, juste on est un tout petit peu à l'est du Yukon. Et là, le Mackenzie, là, on arrive sur des zones où il y a des enjeux. Alors d'abord, si on regarde un peu la carte, on voit le grand lac des esclaves. Parce que les premiers colons européens étaient des Slaves, donc le mot esclave vient du mot slave, et c'est aussi le nom d'une population locale, en fait, initialement. Donc, ce n'est pas forcément des esclaves au sens où on l'entend aujourd'hui, mais voilà, en tous les cas, il y a des enjeux importants autour du Mackenzie, parce que dessous, il y a du pétrole, et surtout ces fameux grès bitumineux, donc très envisagé d'exploitation par les équipes américaines, à l'époque de Trump en particulier. Je ne sais pas si ça va être un peu freiné avec la nouvelle administration américaine, mais voilà, on est sur un fleuve, le 11e au niveau longueur, au niveau mondial, donc américaine et canadienne, puisqu'il y a des entreprises américaines qui sont dans le coup, et aussi le gouvernement canadien. 4241 km, 10 300 mètres cubes secondes, 1 790 000 km². Voilà, les gens affirment que la valeur des réserves pétrolifères dépasse de loin celle des services rendus par la nature. J'avais pris un extrait d'un article du Courrier international donc paru en 2011. Et en même temps, voilà, il y a des résistances, mais disent les exploitants, nous continuerons jusqu'à apparaisse l'évidence que nous sommes allés trop loin. Trop loin en quoi, je ne sais pas, mais voilà, donc dans tout ce réseau hydrographique qu'on voit un petit peu mieux là ici, là, qui est périphérique, voisin du Yukon, on verra un petit peu plus bas là, la rivière Nelson, alors, on voit un petit peu la Saskatchewan River là, qui part vers le fleuve Nelson, justement. Donc on est dans toute cette zone là avec des fleuves de format intermédiaire, et puis plein de lacs aussi, un peu partout, issus de l'évolution climatique depuis la dernière glaciation en particulier. La relative déglaciation de la zone a amené beaucoup de lacs, justement. Et voilà, donc on est dans cette zone-là, en plein dans les sables bitumineux de l'Athabasca, justement. Et donc, ces grands enjeux-là dont je vous parlais qui mettent en danger un petit peu l'équilibre écologique de cette région. Voilà, donc tout le fleuve Mackenzie. Alors, on a donc des barrages aussi qui ont été faits ces dernières années, et puis une zone particulièrement intéressante, donc on considère comme le 3e delta intérieur du monde,
au niveau richesse biologique. Alors, des deltas intérieurs, j'en reparlerai parce que je parlerai de celui du Niger bientôt, qui est un des plus grands deltas intérieurs, enfin le plus grand en Afrique en tous les cas, et au niveau écologique très, très important. Voilà, on a une destruction qui est des ressources en aval, donc de beaucoup d'aménagements, dénoncés par les Indiens Cris et les Indiens Déné également. Donc, pour un baril de pétrole, il faut 4 barils d'eau. Donc, il y a des pollutions, il y a des prélèvements de l'eau, il y a des grands enjeux donc, dans cette région-là. On le voit à partir de cette carte-là, donc publiée par Courrier International, me semble-t-il également. Donc, l'exploitation des sables bitumineux, vous les voyez là autour de Fort McKay, dans la partie aval, donc autour de la rivière Athabasca. Et voilà, les projets de barrage pour avoir de l'eau pour l'industrie minière. Donc, ça fait des problèmes en cascade qui peuvent se mettre en place. Et puis, en plus de ça, il y a d'autres types de mines ici, là, sur la partie est, de type diamant. Voilà, donc, sachant qu'on a autour du grand lac de l'Ours, là, ce qu'on appelle donc, comme un des derniers sanctuaires au niveau biodiversité dans cette zone-là. Donc, voilà, grand enjeu autour du fleuve Mackenzie, probablement assez emblématique de tout ce qui se passe dans cette zone-là. Au niveau débit, bon, on a toujours la même courbe de débit qu'on voit sur les autres fleuves, avec un maximum printanier estival, donc mai, juin, juillet, août, septembre, etc. Voilà, quelques images du delta à la fois par photosatellite, un peu plus large à part toute la partie aval. Donc, on voit bien là encore les apports sédimentaires qui jouent un rôle. Et puis, toute cette zone de delta est très entrecoupée, entremêlée de zones humides, de lacs, que l'on voit là plus ou moins déterminés. Et puis, avec toujours pareil, une grande mobilité aussi de ces zones d'embouchure dans ces fleuves arctiques. Voilà, et puis le dernier, ah non, pas le dernier, pardon, j'en ai oublié. Oui, le fleuve Nelson. Oui, donc là, on va un petit peu plus à l'est. Je reviens sur la carte précédente pour se situer. Donc là c'était le Yukon, le Mackenzie. Là, on était vraiment dans l'océan Arctique, le Mackenzie qui s'écoule dans la mer de Beaufort, ici. Donc le Yukon qui, lui, s'écoule dans la mer de Bering, donc carrément ici à l'ouest. Et là, on arrive dans la baie d'Hudson. La baie d'Hudson, d'ailleurs, si vous regardez bien, là, il y a une particularité hydrogéologique. Vous voyez ici, là, sur cette partie à l'est de la baie d'Hudson, il y a un arc de cercle. Il semblerait donc que ce soit le résultat d'un impact météoritique, et là, pour le coup, de très grosse ampleur, qui daterait de 2 milliards d'années à peu près. Mais bon, là, je crois qu'il n'y a pas de preuve absolue géologique, mais en tous les cas, c'est une hypothèse assez sérieuse. Mais bon, ce qui nous intéresse, nous, c'est sur ce côté-là de la baie d'Hudson. C'est le fleuve Nelson dans un premier temps, et associé au fleuve Churchill, parce que justement, ils sont associés au fleuve Churchill qui est juste là, également donc, dans cette baie d'Hudson. Alors, pour justement aller un peu plus loin, voilà, le fleuve Nelson, en fait, il part du lac Winnipeg ici, jusqu'à l'embouchure dans la baie d'Hudson. Et ça s'appelle Nelson parce que, comme je le notais ici, là, donc un explorateur anglais, Thomas Button, a honoré Robert Nelson, décédé sur le navire qui les amenait jusque là-bas. Bref, mais c'est surtout pour les Indiens locaux, la rivière, au-delà de Nelson, c'est la rivière Saskatchewan, qui est donc, que vous voyez ici, principale ici, rivière qui alimente les lacs, justement, lac Winnipeg, et qui va après, par surverse, aller vers la baie d'Hudson. Voilà, on est sur un fleuve qui est à cheval entre deux pays, donc le Canada pour l'essentiel, mais aussi un petit peu les États-Unis dans la partie, puisque là, on a la frontière entre les États-Unis et le Canada. Et donc, c'est le 29e fleuve du monde, avec 2700 km de longueur, 1 million de kilomètres carrés de bassin versant, donc assez important, même très important, et 2575 mètres cubes secondes, plus 760 mètres cubes secondes depuis 1977. Alors, je vais m'expliquer par rapport à ces plus 2700 mètres cubes secondes depuis 1977. C'est parce qu'en fait, si vous prenez le fleuve Churchill qui est juste au nord, lui, il a moins 760 mètres cubes secondes depuis 1977 parce qu'il y a un détournement du fleuve Churchill au nord vers le fleuve Nelson au sud. Voilà, donc le fleuve Churchill, alors ça, c'est une carte qui permet de montrer justement alors,
Saskatchewan, c'est un mot-cri qui veut dire la rivière qui coule rapide. Bon, voilà, la Saskatchewan, il y a celle du nord et celle du sud. Et ça alimente donc les deux lacs, Winnipeg aussi et Winnipeg tout court. Et après, donc, ça alimente le fleuve Nelson donc, par surverse le lac Winnipeg qui lui-même est alimenté par la rivière Winnipeg, etc. Donc bon, voilà, on est sur un territoire historique d'Amérindiens important, hein, en mort sur le Nord Dakota, le Montana aussi aux États-Unis, donc le Minnesota également. Donc voilà, donc la rivière et ses affluents ont un apport ont fait un moyen de transport pour les Indiens et pour les trappeurs européens d'ailleurs pendant très très longtemps. Donc ça a été un lieu important de commerce, de circulation aussi des hommes depuis les Amérindiens jusqu'aux premiers colons européens. Et voilà quelques paysages d'ailleurs de la zone. Voilà, et puis un peu plus au nord, il y a le fleuve Churchill. Alors ça n'a rien à voir avec Winston Churchill, donc au départ ça s'appelait le Mississippi, donc la grande rivière pour les Indiens Cris, là encore. Et puis au XVIIe siècle, donc, il y avait un gouverneur de la compagnie de la baie d'Hudson qui s'appelait John Churchill, et c'est de lui que vient ce nom de la rivière ou du fleuve Churchill. Parce que là-bas, on parle plutôt de rivière, enfin dans le sens. Mais enfin, c'est un fleuve qui va jusqu'à la baie d'Hudson. Alors voilà, donc lui, il a perdu 760 mètres cubes secondes depuis 1977, puisqu'il y a un canal qui lui pompe une partie de l'eau. Il fait 1600 quand même, kilomètres de longueur et pour un débit de 1200. Et je vous explique plus en détail. Voilà. Ici, vous avez le fleuve Churchill sur cette carte et on a un détournement donc, qui va alimenter donc, les industries donc, de la partie Nelson, fleuve Nelson, avec ce canal de dérivation qui va donc, de l'un à l'autre. Et voilà, donc ça a posé des problèmes aussi au niveau des rivières indiennes. Alors, les industries posent des problèmes de santé aussi par rapport aux problèmes de mercure. Bon, bref, voilà. Donc là aussi, des enjeux, on va dire, contemporains, spécifiques à la zone, avec la présence des Amérindiens au milieu de zones où il y a des enjeux donc industriels, miniers importants. Alors voilà. Je vais comme aujourd'hui, je ne vais pas trop dépasser puisque j'ai notre assemblée générale derrière, je vais finir par le fleuve Saint-Laurent et j'y reviendrai un petit peu si vous avez des questions, des remarques. Donc, puisque le fleuve Saint-Laurent, c'est quand même un petit peu, c'est la même zone, hein, la rivière qui marche, c'est son nom pour les locaux avant qu'on ne l'appelle Saint-Laurent. Alors Saint-Laurent, c'est lié à Jacques Cartier qui a parlé plutôt du golfe de Saint-Laurent et puis après par extension Samuel de Champlain, etc. ont appelé l'ensemble du fleuve. Alors l'ensemble du fleuve, fleuve très particulier. Ça concentre presque toutes les particularités des autres là que je viens d'évoquer, puisqu'en fait c'est de l'exutoire de lac supérieur, lac Michigan, lac Huron, lac Erie, lac Ontario, et puis par surverse, il donne un fleuve. C'est un fleuve très bizarre, j'allais dire, qui ne prend sa source qu'à 75 mètres de hauteur. Donc c'est un fleuve très, très spécial. Voilà le profil en long. Donc il est très profond. En fait, même le lac supérieur est plus profond que l'océan, enfin que son exutoire à l'océan. C'est la même chose d'ailleurs pour le lac Michigan. Et c'est la même chose également pour le lac, le dernier, l'Ontario, un peu moins les autres. Mais voilà, on a donc un écoulement très très bizarre avec avec trois grands bassins de décantation, mais tout ça c'est lié. Et donc au final, on a alors je vais revenir sur le lac Agassiz, mais on a un débit plat. On a un débit plat, c'est pratiquement, enfin, les écarts saisonniers sont peu perceptibles. Donc ça, c'est assez original du fait de ce fleuve très, très original au niveau morphologique et hydrodynamique. Alors justement, il est issu, lui, d'un grand lac, en fait, lui et le reste, d'ailleurs, qui est le lac Agassiz. Alors c'est une vieille photo, une vieille carte qui montre... alors en fait, le lac Agassiz, il se déversait aussi vers la rivière Nelson, là, que vous voyez ici, mais aussi, donc, il s'est déversé vers le lac supérieur et vers les autres. Donc, en fait, il y a toute cette zone-là qui, au moment de la déglaciation, il y a quelques milliers d'années, donc il y a entre 8500 et 8200 ans, on a eu quelque chose de très important des apports d'eau douce sur l'ensemble du bassin du Mississippi, du Mississippi aussi, mais surtout donc du Saint-Laurent, de la rivière Nelson, etc., jusqu'à l'océan Atlantique Nord. Et à ce moment-là, en quelques mois, l'océan Atlantique Nord a reçu beaucoup d'eau douce qui a joué sur la circulation océanique et qui a probablement été un des éléments forts
d'un retour de froid et donc d'un blocage de la circulation océanique, notamment de la dérive nord-atlantique, du fameux Gulf Stream, etc. Donc, bon, voilà, on y reviendra peut-être la prochaine fois, mais voilà, et puis ça s'est coulé vers le Mississippi, même par le Minnesota. Donc, bon, voilà, on a une configuration de la zone là, qui est liée à la déglaciation donc de la fin de la dernière ère glaciaire, et notamment à partir de cette rupture et ce déversement de ce méga lac qui était un petit peu plus au nord, le lac Agassiz. Voilà, donc pour le Mississippi, pour le Saint-Laurent, pardon, voilà, le golfe du Saint-Laurent, et puis évidemment, ça c'est le parcours de Jacques Cartier, donc justement qui a donné le nom Saint-Laurent en relation, je crois qu'il est arrivé là-bas le jour de la Saint-Laurent, donc tout simplement, d'après ce que j'ai pu voir. Là, je pense qu'on doit être vers Montréal, me semble-t-il. Et puis évidemment, dans l'embouchure du Saint-Laurent, dans le Saint-Laurent lui-même, on a des cétacés qui sont aujourd'hui aussi l'objet de tourisme. Enfin, aujourd'hui peut-être un peu moins, mais ces dernières années, évidemment, et probablement ces prochaines années, si ça redevient normal. Voilà, évidemment, il est soumis à un régime aussi climatique avec des périodes de froid, de grand froid même.